Je remercie beaucoup les organisateurs du colloque de m'avoir réservé la position de grand témoin, c'est-à-dire la faculté extraordinaire d'avoir le dernier mot. Et je vais salement en abuser. Je préfère vous prévenir. Voilà. Alors, effectivement, donc je voudrais clore ce colloque sur une note pas politique, mais je dirais prospective. À partir effectivement du questionnement de la journée du colloque, c'est-à-dire à la fois les PASS comme creuset ou laboratoire d'innovation, et d'autre part leur capacité à essaimer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'il est raisonnable d'attendre que le système de santé s'empare des innovations, à la fois de pratique et d'organisation, élaborées au cours de ces 20 dernières années dans les permanences d'accès aux soins de santé. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est effectivement, tout le monde s'accorde sur une révolution hospitalière que l'on annonce, que l'on dit à la fois nécessaire et inévitable, mais qui semble sans arrêt se dérober, en tout cas sans arrêt être ajournée. Alors pour faire comme Roland Gori, comme les grands, avec un clin d'œil à Jacques Audiard, je vais démarrer et en ces temps de retour du religieux, je vais démarrer par les propos d'un prophète, dont je tairai pour l'instant l'identité. Et donc ce prophète dessine ou fait le portrait de l'hôpital du futur, et cet hôpital du futur ne serait pas un hôpital usine à soins techniques délivré à flux tendu comme il l'est aujourd'hui, mais un centre de santé. Un centre de santé et un centre de santé public ouvert sur l'extérieur et dans lequel la prévention, ce parent pauvre de notre système de santé, serait le cœur de l'activité. Donc je ne vais pas vous lire le propos, je vais vous le résumer rapidement par deux phrases. D'abord, selon ce prophète, effectivement, si la révolution de 58 avait rapproché la clinique des sciences de laboratoire, eh bien la seconde révolution hospitalière rapprochera la santé publique de la clinique et des sciences de laboratoire pour parvenir à une discipline, alors je le cite, complète, totale et exclusive. Ensuite, le professeur de santé publique sera l'alter ego des cliniciens les plus prestigieux, mais aussi des biologistes. D'accord ? Autrement dit, il ne sera pas un professeur de santé, un professeur de médecine de second rang, il sera un professeur de santé publique, un professeur de médecine à parts égales avec les autres professionnels et les autres spécialités médicales. Ensuite, je l'ai dit, c'est un hôpital centre de santé publique qui ouvre ses portes sur l'extérieur, c'est-à-dire pas une citadelle, pas un hôpital citadelle ou un hôpital qui cherche à prendre des parts de marché à la médecine de ville selon une logique de tarification à l'activité, mais un hôpital qui justement est en réseau. Je sais qu'on a parlé plusieurs fois, on a prononcé plusieurs fois ce mot de réseau, un hôpital en réseau, c'est-à-dire un hôpital qui n'est que le maillon d'une chaîne, d'un système interdépendant. Et puis, dernière vision de ce prophète, eh bien, on l'a aussi évoqué tout au long de la journée, les sciences sociales, si souvent maltraitées en France, les statistiques, la psychologie, l'économie, finalement, seront elles aussi convoquées dans la formation des futurs cliniciens qui seront ainsi sensibilisés à la dimension sociale, économique, éthique, psychologique, etc. De la maladie et de la santé, avec évidemment comme projet d'aller vers une conception, je dirais, holiste, intégratrice, intégrée de la santé et pas seulement de la maladie. Et alors nous dit ce prophète, dont on peut tout attendre qu'il soit un gauchiste, en tout cas c'est un révolutionnaire, puisqu'il dit « Je voudrais vous dire qu'il faut que vous partiez d'ici comme des conjurés décidés à promouvoir cette révolution. » Donc j'espérais de cette citation qu'elle vous galvanise un peu. Voilà, pour être honnête. Donc vous verrez que je suis très prétentieux en prenant ces mots. Je serais prêt à me mettre à votre tête si vous pouviez me donner 20 ans de moins, mais les temps sont révolus et c'est à vous de prendre la tête de la colonne. Il est indispensable que toutes les réformes étudiées ici d'une façon très intéressante, qui sont des réformes partielles, soient les premières étapes de la révolution complète à accomplir que vous devez jurer d'accomplir. Donc, vision, je dirais, assez révolutionnaire de la réforme hospitalière, pas une réforme pragmatique, incrémentale, graduelle. Non, un saut qualitatif.
d'une organisation, d'un paradigme, comme on l'a dit, vers un autre paradigme. Alors, qui est ce prophète? Un mystère. Eh bien, ce prophète... Alors, déjà, constatons que la prophétie est non réalisatrice. Vous savez, on dit souvent, il y a les prophéties, les self-fulfilling prophéties, les prophéties autoréalisatrices, celle-là, c'est une prophétie non réalisatrice. Voilà. Parce qu'elle ne s'est pas réalisée. Alors, qui a prononcé ces mots? Eh bien, celui qui a prononcé ces mots, c'est Robert Debray, le père de la réforme de 1958, et alors, il les a prononcés en 1973. C'est-à-dire qu'on est ici en train de débattre de questions dont Robert Debray s'était saisi il y a maintenant plus de 40 ans. Et alors, quand même, j'attire votre attention là-dessus, cette réforme qu'il appelle de ses voeux est donc formulée, cette révolution plutôt, est formulée en 1973, c'est-à-dire seulement 15 ans après l'ordonnance de 58, créant les CHU hospitaliers, le plein temps hospitalier, le rapprochement de la clinique des sciences de laboratoire, pardon, etc. Donc, seulement 15 ans. C'est-à-dire que très vite, Robert Debray a fait le constat des impasses et des limites de sa propre réforme, celle pour laquelle il est passé à l'histoire, dans la postérité. Bon. 73, c'est aussi le moment, effectivement, je ne vais pas détailler, mais c'est le moment où la France finit de moderniser et de se doter d'un parc hospitalier moderne. Et 73, c'est aussi la date, c'est-à-dire où la biomédecine française, qui accusait un retard certain sur notamment les États-Unis, finalement prend son essor et jusqu'à devenir le secteur aujourd'hui économiquement florissant et évidemment d'un point de vue sanitairement performant qu'on lui connaît aujourd'hui. Et ce qu'il faut constater, eh bien, c'est que, hélas, Robert Debray avait tort sur un point, c'est que la réforme de 58 n'était pas l'étape vers la réforme nécessaire qui aurait vu l'hôpital se transformer en centre de santé publique, mais au contraire, la réforme de 58 a été l'obstacle qui a empêché de passer à l'étape finale. Autrement dit, je dirais que la vision de Robert Debray a été victime du succès de la réforme menée en 58 par Robert Debray. Alors, ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est finalement une petite intervention, une problématique en forme d'énigme. C'est-à-dire pourquoi la lucidité des passes sur les apories, un peu comme celle de Robert Debray, sur les apories et les impasses des pratiques et des organisations de l'organisation hospitalière actuelle, n'est-elle pas la chose la mieux partagée du monde et semble être cantonnée finalement un peu inéluctablement à la périphérie de l'hôpital? Ou, autre façon de poser la question, pourquoi les innovations des passes peinent à essaimer dans l'ensemble de l'hôpital? Alors, je vais faire d'abord une petite sociologie. Alors, c'est le moment sociologique. Accrochez-vous, enfin, je veux dire, tenez bon, je sais que tout le monde est fatigué. Voilà. C'est-à-dire, petite sociologie de la lucidité. Alors, posez la question simplement. Les passes sont un creuset d'innovation. Je pense qu'ici, ça a été longuement abordé au cours de ces échanges sous forme de table ronde ou sous forme de dialogue. Donc, effectivement, on l'a dit, des prises en charge intégrées et globales, des organisations horizontales et collégiales, propices à l'activation de l'empathie et de l'écoute, la redécouverte de la sagesse pratique, pour parler comme Florent. Voilà. Donc, effectivement, des innovations qui ont l'air substantielles et qui vont plutôt dans le sens de l'hôpital tel que le rêvait Robert Debray en 1973. Donc la question c'est, d'abord, pourquoi les passes sont-elles si lucides? Alors, il y a une première hypothèse qui va vous faire plaisir. C'est que vous êtes, par nature, plus lucide et intelligent. Il y aurait une concentration de gens extraordinairement lucides et intelligents dans les passes. Alors, je n'écarte de manière complètement putassière aucunement cette réponse. Je veux dire, je pense que c'est certainement vrai, mais ce n'est pas une réponse qui pourrait satisfaire complètement le sociologue que je suis. Alors, hypothèse 2, plus sociologique, c'est-à-dire que les passes, de par la trajectoire des professionnels qui les peuplent, mais aussi par la position qu'elles occupent dans l'espace hospitalier, les prédisposent à se prédisposer comme une forme d'avant-garde critique des impasses et des limites de la biomédecine hospitalière contemporaine. Alors, j'ai résumé la sociologie en une petite équation que je reprends à Bernard Lahire. Vous avez vu, c'est simple, pas besoin de habitus plus champ égale pratique. Voilà. Alors, évidemment, pour ceux qui n'ont pas fait de sociologie, ça ne veut rien dire. Mais vous allez voir que, normalement, j'espère, après ce court exposé, vous montrer quel est le sens de ce propos. Alors,
La question donc qu'il faut se poser, c'est les conditions sociales de l'accès à la pensée pensante. Bizarre comme expression. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut toujours se poser la question en sociologie, il y a deux choses qu'on rejette, deux représentations de l'individu idio-culturel qui ne serait qu'un automate de déterminisme qui le dépasse, et l'autre figure de l'individu, c'est le sujet maître de lui-même qui se crée lui-même, très postmoderne, en un sens. On parlait de la théorie du genre. Bon, bref, voilà. Donc, et entre les deux, c'est se dire à partir d'un constat, et notamment pour l'hôpital, c'est que les individus, heureusement, dans la pratique, nous n'avons pas à penser sans arrêt, à revenir, à réfléchir sur ce que nous faisons. C'est-à-dire que lorsqu'il existe une sorte d'harmonie entre nos dispositions, liées à notre formation, d'abord à notre origine sociale, notre formation primaire, notre socialisation primaire, mais aussi la formation professionnelle, le fait, par notre univers de travail, du fait aussi qu'on rencontre des gens qui cadrent assez bien avec ce qu'on a appris, on est dans des formes de ce que Bourdieu appelait, je pique ça à Bourdieu, de sens pratique. C'est-à-dire que l'on peut se dispenser, en quelque sorte, nous fonctionnons à l'automatisme, au réflexe, aux routines. Et effectivement, si on prend un exemple de quelqu'un qui a été fait, par exemple, pour travailler dans un service d'oncologie dans un CHU, tout dans sa carrière, tout dans sa profession, tout dans sa trajectoire, va le pousser à adhérer de manière c'est-à-dire à s'ajuster pleinement à la logique biomédicale. Et donc, pour un cas qu'on avait vu avec Claire, par exemple, à prescrire automatiquement une ligne de chimio très agressive à quelqu'un qui est dans une situation sociale précaire et qui, manifestement, n'est pas en mesure, en termes de ressources, de supporter l'agressivité de ce traitement. Et donc, quand vous êtes parfaitement ajusté à votre univers, eh bien, le monde vous apparaît comme une évidence, d'une part. Ensuite, généralement, vous faites de nécessité vertu, et ensuite, vous savez rester à votre place. Alors, la question, c'est aussi poser la question, pourquoi les PASS ne savent pas rester à leur place ? En organisant ce type de colloque, qui veut qu'effectivement, on se dit, les PASS ont l'air finalement un dispositif assez périphérique dans l'hôpital, notamment dans les CHU, dans les temples de la biomédecine contemporaine, et pourtant, elles ont cette prétention, ou ce projet, d'essaimer dans l'ensemble des organisations hospitalières. Eh bien, c'est, nous dit Bourdieu, et j'en finis, c'est sur la sociologie, nous dit Bourdieu, il y a des gens, par leur trajectoire, ou par la position qu'ils occupent, qui sont particulièrement prédisposés à prendre de la distance par rapport aux routines, aux automatismes, aux réflexes du sens pratique, et notamment ici du sens pratique biomédical. Et c'est là où, en relisant Bourdieu, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Il nous dit finalement, je ne vais pas tout détailler, il dit finalement les gens qui sont les plus prédisposés à revenir, à prendre de la distance par rapport à leur pratique, vécue par les autres de manière complètement évidente, c'est les gens qui occupent des positions d'intermédiaires dans l'espace social, qui occupent des positions de porte-à-faux, ou, pour parler, vous verrez, de marginaux séquents. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à plusieurs univers sans jamais se laisser absorber par aucun. Et donc c'est cette position singulière dans un univers de pratique qui fait que des gens, pas par leur génie propre, mais simplement du fait de leur position, dans le champ donné, ici le champ hospitalier, vont acquérir une forme de réflexivité, vont acquérir ce qu'on appelle la pensée pensante, c'est-à-dire une pensée qui va réfléchir des automatismes, des routines, qui autrement sont vus sur le mode de l'évidence. Je ne sais pas si je suis clair, vous me dites. Bon. Alors, c'est aussi le cas des gens qui sont déclassés par le haut, par le bas, voilà, qui partent de milieux sociaux modestes et qui arrivent en haut, et ils se retrouvent, ils ne sont jamais ni du bas ni du haut. Vous voyez, ils ne sont pas du milieu d'où ils sont partis, et ils ne seront jamais du milieu où ils sont arrivés. Ce qu'on appelle les habitus clivés. Pour parler comme Bourdieu, bon, voilà, je ne vais pas détailler ici. Alors maintenant, j'en reviens aux PASS. Alors les PASS, me semble-t-il, sont emblématiques de cette position à la fois d'intermédiaire et de porte-à-faux. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, que les PASS sont un avant-poste, un laboratoire pour penser les limites de prise en charge hospitalière qui, dans les services spécialisés, sont vécus sous le mode de la routine et de l'évidence. La première chose, c'est que les PASS sont tout contre l'hôpital. C'est-à-dire qu'en un sens, elles sont à la fois dans l'hôpital, si je prends
une PAS que je connais bien, la consultation Verlaine à l'hôpital Saint-Louis. La PAS fait partie d'un fleuron de l'armada hospitalière française, l'hôpital Saint-Louis donc, et en même temps, c'est une position un peu en extériorité. Elle est dedans et dehors. Et alors on verra, elle est d'autant plus dehors que dehors et dedans, qu'elle occupe une position, évidemment, et ça a été rappelé, une position d'interface entre des mondes différents. Le monde de la ville, le monde des associations, Médecins du Monde, etc., etc., et puis le monde des services spécialisés. Et donc on voit bien là déjà la situation de double porte-à-faux. Ensuite, les PAS gèrent des flux, là où les services spécialisés sélectionnent leurs patients en fonction de critères de pureté biomédicale. Donc elles gèrent des flux, effectivement, sous forte contrainte budgétaire. Ce qui amène, et ça a été dit au cours de ce colloque, à revenir, à réinterroger des automatismes ou des jugements un peu mécaniques. Ensuite, elles s'occupent d'une patientèle peu valorisante, on va dire impure, du point de vue des critères biomédicaux. Je ne dis pas impure dans l'absolu, du point de vue des critères, en gros, des clientèles qui rentrent mal dans les cases de la biomédecine spécialisée. Et enfin, je reviens souvent, ce sont... Alors je me base sur... Je sais que Jérémy est encore là, peut-être, je ne sais plus. Ouais, reprendre l'article de Marie Gesson sur la mort a-t-elle mauvais genre, qui revient sur le recrutement social des gens qui travaillent notamment dans les PAS. Et alors, j'ai cru entendre, j'ai cru comprendre, c'est peut-être pas partout pareil, mais que les PAS sont proches de la médecine interne. Or, la spécialité de médecine interne occupe une position bien singulière, tant du point de vue du recrutement social que du point de vue, je dirais, du prestige, n'y voyez absolument aucune critique, dans l'espace hospitalier. C'est une spécialité plutôt jeune, donc pas forcément très reconnue dans le monde hospitalo-universitaire, un recrutement social en général plus bas, avec une féminisation dans la moyenne, et une forte valorisation de la clinique, même si on sent bien qu'en médecine interne, il y a la tentation de se spécialiser sur des maladies rares pour se conformer justement au paradigme, ou en tout cas au modèle dominant de l'hyper-spécialisation. Et d'ailleurs, quand on lit dans la médecine interne, on voit bien cette tension entre la généralité, l'approche holistique, et l'approche, je dirais, spécialisée sur les maladies rares. Et ça, c'est le cœur même de la position de porte-à-faux, du tiraillement. Est-ce qu'on va vers la médecine holistique intégrée ou est-ce qu'on va vers la médecine spécialisée, et c'est-à-dire qu'on essaie d'acquérir tous les quartiers de noblesse de la biomédecine hyper spécialisée et technique. Et j'en veux pour preuve que bien souvent, ceux qui sont responsables des comités d'éthique, enfin des médecins, enfin pas tous, et je pense notamment à Didier Sicard, sont issus de la médecine interne. C'est-à-dire que tous les livres, par exemple, d'un Didier Sicard reviennent sur ce qu'il appelle l'embouteillage technique de la médecine. C'est-à-dire une critique et un plaidoyer pour une médecine sobre. Alors, le dilemme est le suivant, c'est que, donc, effectivement, les PAS sont... Alors, c'est pas confortable comme position, c'est-à-dire c'est la certitude d'être à la fois un avant-poste et une avant-garde, mais en même temps, la certitude, et c'est pour répondre à Denis, parce que cette conférence m'est venue en lisant, en préparant l'édito avec Denis, la certitude de n'être jamais écouté. Voilà. C'est-à-dire être sûr qu'on a raison et... je dirais, d'être dans le vrai en ayant toujours politiquement tort. Voilà. Alors, voilà. Alors, la question est donc, pourquoi donc les PAS sont-elles aussi peu, et s'aiment-elles aussi peu, étant donné, je dirais, leur caractère innovant? Et donc, la question subsidiaire, c'est notre système de santé est un système qui, depuis 1958, est un système auto-entretenu et qui va résister à ces diagnostics de crise. Alors, c'est un peu désespérant comme constat, mais un système de santé peut durablement résister à des diagnostics de plus en plus nombreux de crise. C'est-à-dire, les discours vrais n'ont pas forcément une efficace politique. Alors, juste rappeler quand même, comment réforme-t-on l'hôpital en France? Alors je vais revenir justement sur la réforme de Robert Debré, tel que l'a décrit Haroun Jamous dans un grand livre qui s'appelle Sociologie de la décision, qui est un classique de la science politique, ma discipline d'origine, vous l'aurez bien compris. Et donc revient sur la genèse de la réforme de 58. Alors, il note que le système de santé, la réforme de 58 est une réforme non pas pragmatique, non pas incrémentale, non pas
progressiste. Mais non, c'est une réforme globale, radicale et autoritaire, qui tombe du haut pour briser un système auto-entretenu qui, livré à lui-même, ne pouvait que se reproduire. C'est-à-dire, le constat d'Haroun Jamous, c'est que le système hospitalier est structuré par des rapports de force qui font que, bien que tout le monde s'accorde sur ses insuffisances, sur ses lacunes, sur le retard qu'il a pris, eh bien, va continuer, comme dirait l'autre, d'avoir, pour parler comme les philosophes et comme Spinoza, d'avoir un conatus, hein, il va persévérer dans son être. Alors, évidemment, ce système, dans les années 50, le système hospitalier, celui qui a fait l'école de Paris, la clinique de l'école de Paris, son prestige historique, eh bien, est devenu dysfonctionnel. Il est devenu dysfonctionnel du fait de la pression démographique, mais aussi des évolutions scientifiques, et notamment du retard pris par rapport aux États-Unis, où s'opère à grande vitesse le rapprochement de la clinique et des sciences de laboratoire. D'où donc la biomédecine. La big biologie américaine, comme on dit. Et comment va-t-on réussir à dépasser ou à briser ce système auto-entretenu? Évidemment par une forme de décision singulière, une forme radicale, autoritaire, mais surtout, j'insiste sur les conditions de possibilité de cette révolution hospitalière. C'est-à-dire, et je ne vais pas toutes vous les énoncer, mais pour réformer l'hôpital en France, il faut ni plus ni moins qu'un changement de république. Alors, vu l'état de la 5e, ce n'est pas totalement désespéré. Hein. On sent bien qu'on y arrive. Mais effectivement, il a fallu un changement de république, parce que les médecins, notamment au Parlement, s'opposaient durablement, sous la 4e République, à la réforme de l'hôpital. Hein, vous savez que les médecins sont surreprésentés historiquement. Hein, ce n'est pas toujours une force de progrès, hein, les médecins. Étaient surreprésentés à l'Assemblée nationale, et effectivement, ils coulaient systématiquement toutes les propositions de loi qui visaient à réformer l'hôpital. Et donc, il a fallu une conjonction, non seulement d'un changement de république, d'un marginal séquent, qui était Robert Debré, c'est-à-dire qui était un grand professeur de médecine estimé, mais qui était par ailleurs et accessoirement le fils du Premier ministre, ce qui, vous accorderait, est plutôt sympa pour faire prévaloir des projets. Hein, donc si tu as de la famille, Claire, n'hésite pas. Et effectivement, le courant, la réunion de tous ces médecins plutôt outsiders autour du mendésisme. Et il a fallu la conjonction de ces trois courants pour aboutir à une réforme par le haut, mais radicale et autoritaire, de l'hôpital de la Ve République. Alors, évidemment, quand vous dites ça, ça vous laisse un peu pessimiste. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est un peu comme la comète de Halley. Ça se présente très rarement, la conjonction de ces trois courants. Alors, la question maintenant, c'est de se poser, est-ce que la réforme de 58 est elle-même devenue un blocage? La réponse est clairement oui. Parce que 45 et 58, ce sont deux... Alors, évidemment, la libération, 58, la crise d'Algérie, la Ve République, etc., ça aboutit à des décisions politiques très fortes, mais qui, une fois qu'elles vont être sur les rails, vont produire de l'irréversibilité. Et notamment de l'irréversibilité dans les têtes. C'est-à-dire l'irréversibilité, je dirais, dans les catégories de pensée. C'est ça qu'on appelle l'institutionnalisation en sociologie. Hein, comme dirait Bourdieu, le monde existe toujours deux fois, dans le dehors et dans les têtes. Et c'est l'ajustement du dehors et dans les têtes qui fait que ça a ce caractère d'évidence, que le monde a ce rapport d'évidence. Évidemment, la réforme de 58 a posé les bases de l'équation si fausse que santé égale médecine. Et que pour lutter contre les inégalités de santé, il faut lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Première croyance, pour discuter régulièrement avec des décideurs politiques, quand vous leur parlez santé, ils vous parlent hôpital, ils vous parlent cabinet de ville, ils vous parlent déserts médicaux, ils ne vont pas vous parler logement, éducation, etc., etc. Ça veut dire 80% des déterminants de l'état de santé. Les pouvoirs publics, dans cette affaire, sont cantonnés à solvabiliser l'offre de soins, c'est l'assurance maladie. Et puis, quand même, et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'idée, à partir de 58, que l'avenir de la médecine est technique ou ne sera pas. C'est-à-dire cette réunion, cette convergence entre une clinique et des sciences biologiques et de la technique, une réunion de plus en plus asymétrique, puisque la clinique s'affaisse, en tout cas, est de plus en plus dominée par les sciences de laboratoire et les progrès des techniques
biomédicale. Et là encore, aujourd'hui, alors évidemment, une fois que c'est ancré dans les têtes, c'est très difficile, y compris dans la tête des décideurs politiques. C'est-à-dire que ces équations, ces croyances sont ancrées dans la tête des décideurs politiques. C'est-à-dire qu'elles structurent ce qu'on pourrait appeler l'espace du pensable politiquement et du possible. Bon. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, que nous héritons d'un système auto-entretenu comme l'était le système hospitalier avant 1958. Et que, effectivement, pour surmonter ce blocage, il faudra des circonstances exceptionnelles. Alors j'ai bientôt fini, hein, je vous rassure. Alors deux options. Alors on en a parlé tout à l'heure, ce qui va me permettre, en ayant le dernier mot, de revenir sur qu'est-ce que le pragmatisme et le réalisme, ou qu'est-ce que l'idéalisme dans une politique de santé. Alors, en 1958, si on reprend l'analogie, il y avait deux voies. Je dirais, il y avait une voie qu'on qualifierait gentiment de pragmatique aujourd'hui, hein, qui consisterait à ne pas toucher au cœur du système en aménageant la périphérie. Alors, vous voyez, par exemple, avant 1958, tous les médecins qui aimaient la recherche vivotaient à la périphérie de l'hôpital, à l'Institut Pasteur, etc., en voyant des crédits très faibles, etc., etc. Et donc, en fait, en gros, on renforce à la périphérie ces institutions de recherche sans toucher au cœur du réacteur nucléaire. Donc, de mon point de vue, on pose des rustines. Bon. Soit, nous dit Jamous, il y avait l'option, la solution globale et radicale qui serait évidemment, qui poserait un nouveau cadre et une nouvelle organisation des activités hospitalières. Et pour ça, évidemment, il fallait déséquilibrer, remettre en cause les équilibres de pouvoir. Alors, il me semble, et c'est là où je vais être pessimiste, c'est que non seulement on hérite de cette histoire qui produit de l'irréversibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il est très difficile de revenir sur l'idée que l'hôpital est destiné à devenir un centre de soins techniques hyper spécialisés, où effectivement on a des plateaux techniques très denses, très chers, très coûteux qu'il faut rentabiliser. Et je dirais que la période a l'air encore moins propice aujourd'hui pour remettre en cause ce schéma hérité de 1958. Alors je ne vais pas tous les énoncer, mais il me semble d'abord que, de toute façon, on parlait des contraintes budgétaires. Alors c'est le paradoxe des contraintes budgétaires, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas particulièrement... L'imagination en période de disette budgétaire n'est pas au pouvoir. Et pourquoi l'imagination en période de disette budgétaire n'est pas au pouvoir? Parce que c'est la direction du budget qui domine les politiques publiques. Autrement dit, ce n'est pas des gens qui font preuve d'une invention terrible dans l'organisation, par exemple, de l'hôpital, des soins. Ce qu'ils veulent, c'est que les budgets soient tenus, que les économies réalisées. Hein, je ne vais pas leur faire injure, c'est leur rôle. Bon. Et donc, effectivement, et d'autant plus que dans les périodes budgétaires tendues, comme c'est un jeu à somme nulle, qu'il n'y a plus de grain à moudre, toutes les spécialités, en fonction de leurs forces respectives, vont se mobiliser pour, en quelque sorte, reporter la disette sur les autres. Hein, et à ce petit jeu-là, malgré toutes les incantations à la prévention, il faut revaloriser la prévention, les premiers qui trinquent, c'est les compartiments qui ne savent pas se défendre, ou qui sont politiquement faibles. Et donc, évidemment, d'où ce décalage entre, d'un côté, des appels à revaloriser la prévention et des budgets qui baissent. Pourquoi? Parce que, politiquement, administrativement, ces segments ne savent pas, ces spécialités ne peuvent, ou en tout cas, ont du mal à se défendre par rapport à des spécialités plus prestigieuses. Évidemment, bien souvent, ces rapports de force administratifs sont redoublés par des rapports de force, je dirais, professionnels. C'est-à-dire qu'évidemment, là encore, les rapports de force entre spécialités médicales, si vous voulez, sont de plus en plus durcis. Et puis, mais il me semble aussi qu'il y a autre chose, et c'est un discours actuellement qu'on entend beaucoup, partout dans le spectre politique, c'est que finalement, la France, elle n'a pas que des idées, elle n'a pas de pétrole, ça c'est sûr, mais elle n'a pas que des idées, elle a aussi de la médecine. Et que la médecine, et notamment sa biomédecine, c'est une richesse économique, c'est un gisement d'emploi, et que donc les pouvoirs publics doivent non pas relativiser le poids de la biomédecine dans le système de santé, mais au contraire, le valoriser à l'international, le valoriser du point de vue de l'industrie. D'où les débats autour, par exemple, de « ah ben, on n'a qu'à importer les riches malades des Émirats à l'assistance publique des hôpitaux de Paris », où il faut faire prospérer les start-up de la biomédecine française, parce que c'est là où la France a un avantage comparatif, pour parler comme Ricardo. Et puis quand même, alors ça c'est mon expérience
des commissions officielles, notamment de réforme de financement des hôpitaux, ce qui est assez fascinant dans ces périodes-là, c'est comment les instruments, ce n'est pas les problèmes qui définissent les instruments, c'est les instruments qui redéfinissent les problèmes. Exemple, on a la T2A, c'est génial, on va tout passer au tamis de la tarification à l'activité. Autrement dit, ce n'est pas le problème, on ne déduit pas la solution du problème, c'est la solution qui contribue à produire le problème. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme instrument? On a ça, on va définir le problème hospitalier comme ça, comme un problème de productivité hospitalière. Alors, j'en finis sur ma dernière diapositive, pour ne pas désespérer le Billancourt hospitalier, et surtout Denis, qui m'avait l'air singulièrement dépressif. J'aimerais pas qu'il se précipite dans le cabinet de Roland rapidement. Alors la question, c'est effectivement de dire pourquoi on ne serait pas aussi révolutionnaire que Robert Debré en son temps, qui, je le rappelle, Robert Debré n'était pas le Besancenot ou le Mélenchon de l'époque. C'était un gentil conservateur. Non, mais ce que je le dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Robert Debré passerait pour un dingue politique. Il passerait pour quelqu'un de, effectivement, complètement dingue, révolutionnaire, pas sérieux, pas audible, pas crédible. Bon, et pourtant, il a durablement marqué la trajectoire de notre système de santé. Alors, je ne vais pas développer là encore, vous voyez, ça c'est typique le genre de diapo que le professeur Guiraud Chaumeil déteste, je vous le dis. Mais... non, mais parce qu'on en avait parlé ce matin. D'abord, quand même, et c'est pour rebondir sur le débat qu'on a eu, et pour le clore là-dessus, sur le débat que l'on a eu ce matin à propos, avec Florent et avec d'autres, c'est sur les contraintes. Ces sacro-saintes contraintes. Alors, je rappelle quand même que ces contraintes ne nous tombent pas du ciel. Je veux dire, ces contraintes dont qu'on nous assène à longueur de temps, ne sont jamais que les résultats de décisions politiques antérieures. Et comme le disait l'autre, ce que l'histoire a fait, l'histoire peut le défaire. Je veux dire, ces contraintes ne sont pas des contraintes naturelles, ce sont juste des contraintes qui se sont durcies avec le temps. Bon, il reste à les ramollir, mais on peut revenir dessus. Alors, je le rappelle, j'en cite quelques-unes. C'est-à-dire, par exemple, au lieu, par exemple, de prévenir les maladies professionnelles ou la souffrance au travail, on va encourager sa médicalisation. Voilà. Alors ça, voilà, typique qui embouteille le système de soins, alors que ça pourrait être traité en amont. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On casse la médecine du travail, la prévention au travail, etc. Ça, c'est bien un choix politique. Je veux dire, qu'on décide en gros de dire le chef d'entreprise est maître chez lui et ça sera le médecin dans son cabinet de ville ou les urgences de l'hôpital qui s'occuperont de la dépression du travailleur, du salarié, pardon, sinon je trahis mes opinions politiques. Bon, du salarié, c'est un choix politique. Bon, on parlait des cadences tout à l'heure. Ces cadences, le fait de toute cette souffrance qui arrive dans le système de soins, elle pourrait être traitée, déviée, réglée dans d'autres lieux, non médicaux. Bon. Un exemple que j'aurais voulu dire, mais il y avait beaucoup de questions, donc je vais en profiter puisque j'ai le dernier mot. On nous parle de virage ambulatoire en France, mais il n'y a pas de virage ambulatoire en France, c'est un virage hospitalier auquel on assiste. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un déport d'activité de l'hôpital vers la ville, on a au contraire un déport d'activité de la ville vers l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'assister à un truc dont personne ne parle, c'est la baisse tendancielle de l'intensité de la prise en charge de la population par les médecins généralistes, liée à leur nombre, à leur baisse en termes d'effectifs, mais lié aussi que les médecins généralistes, et fort légitimement, veulent maîtriser leur temps de travail. Donc la réalité, c'est qu'on nous parle et on nous bassine de soins primaires, mais en fait, on a organisé la dévalorisation symbolique et financière, et donc l'attractivité de la médecine générale. Là encore, choix politique. Choix politique. Faire passer à la moulinette de la T2A tout ce qui relève des prises en charge de maladies chroniques, je reviens par rapport avec... On en discutait avec Carole. Je veux dire, le choix de faire... En gros, c'est simple. Avec la T2A, vous chaussez du 38, vous chaussez du 45, et bien ça sera 42 pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait que la T2A, et même ceux qui organisent la T2A, le savent que la T2A, elle est parfaitement adaptée pour des actes programmables, standardisables et techniques. Mais qu'elle est complètement désajustée pour les maladies chroniques, pour le médico-social et même pour les soins palliatifs, etc. Pourquoi cette fixette sur un outil qui devient une sorte de lit de Procus sur laquelle on attache toute la médecine, aussi plurielle et diverse soit-elle, et on coupe tout ce qui dépasse? Ou on allonge les membres, ça dépend.
Vous voyez? Bon, et là encore, c'est un choix. Et pour participer, je vous le dis comme ça, pour participer à la commission pour avoir participé, j'ai démissionné avant hier, à la commission de réforme du financement des établissements de santé, vous avez des ayatollahs de la T2A dont la seule adhésion à l'instrument est une adhésion religieuse, pas rationnelle. Nous, avec d'autres, avec André Grimaldi, on dit ben, finalement, si la médecine est plurielle, eh bien les modes de financement doivent l'être. Pourquoi toujours le patron unique, la taille unique? Surtout qu'on nous vante maintenant le sur-mesure partout. Faire de l'hôpital un être de gestion et de finance, c'était un choix. Alors ça, c'est un des promoteurs de la T2A qui me l'a dit, c'était un choix idéologique. En 2004. Passer du PMSI à la T2A, c'était un choix idéologique. Les mecs l'assument. Et aujourd'hui, vous pouvez entendre dans la bouche d'un directeur général de l'organisation des soins que la T2A est un instrument de financement neutre. C'est quand même étrange. Comment on est passé d'un choix idéologique à un objet, à un instrument de gestion, si tant est qu'un instrument de gestion peut être neutre? C'est évidemment pas possible. Je veux dire, et pourquoi il est devenu neutre? Ben, tout simplement parce que la boîte noire s'est refermée. Parce qu'aujourd'hui, elle nous apparaît évidente. Donc il peut dire en toute sincérité que c'est neutre. Alors qu'à l'époque, quand la boîte était encore ouverte, les gens qui l'ont élaboré savaient qu'il y avait des choix sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un hôpital performant selon la T2A? Ben, pour les promoteurs de la T2A, un hôpital performant, c'est une usine à soins techniques hyper spécialisée produit à flux tendu. Vous avouerez que c'est une définition, en tout cas singulière, en tout cas qui mérite d'être discutée de la performance hospitalière. Bon. Pareil, et je vais y finir là-dessus, en France, on dévalorise systématiquement l'acte intellectuel au profit de l'acte spécialisé et technique. C'est-à-dire, systématiquement, notre système d'incitation tarifaire est biaisé en faveur du spécialisé et du technique. Il ne faut quand même pas s'étonner que, par exemple, de plus en plus de jeunes médecins choisissent des spécialités aux dépens de la médecine générale et plus généralement, parce qu'elles sont dévalorisées économiquement, on y gagne moins bien sa vie, mais surtout symboliquement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les médecins généralistes? C'est les ratés de la spécialité. Même quand on leur rate... c'est pas ce que je pense, hein, mais c'est comme ça qu'on les vit dans un système. Donc, effectivement, là encore, c'est un choix politique. On pourrait très bien faire le choix politique inverse de revaloriser d'un point de vue tarifaire, et donc d'un point de vue aussi même politique, je veux dire, les actes intellectuels généralistes. Bon. Donc, deux options, et j'en finis là, deux options se mettent à nous, comme en 58. Soit on remet en cause le cadre, et on l'amende progressivement. C'est un peu la métaphore, enfin l'image, un peu, c'est même pas qu'une image, c'est l'analogie avec le nucléaire. On sait qu'il faut sortir du nucléaire. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincu. Bon, on sait qu'on ne va pas sortir du nucléaire du jour au lendemain. Donc l'idée, c'est d'avoir un objectif clair et d'y aller. Donc on peut être révolutionnaire dans l'objectif, tout en ayant une démarche progressiste. Bon. Non, je veux dire. Et puis, ou alors, effectivement, on accepte le cadre, et effectivement, on l'aménage à la marge. Exactement l'option qui avait été rejetée par le promoteur de la réforme de Bray de 58, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on va poser des rustines croissantes. Alors, effectivement, on va ouvrir des passes, on va, etc., etc. On va poser des rustines, et par contre, le cœur du réacteur continuera à fonctionner comme une biomédecine en silo, de plus en plus technique et rationalisé sur un mode industriel. Parce qu'il y a une affinité profonde entre la rationalité industrielle et la biomédecine. Elle s'adore, ces deux rationalités-là. Par contre, elle déteste tout ce qui lui échappe, c'est-à-dire tout ce qui la déborde, d'une façon générale, c'est-à-dire notamment la médecine des passes. Alors, ma conclusion, c'est que, à mon avis, c'est préserver le cadre existant qui est une stratégie non pragmatique. Voilà, je vous remercie.